Bonjour à tous et bienvenue dans le Max sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale, une émission consacrée aujourd'hui au cresson. Et pour en parler avec nous, je reçois Olivier Barbereau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association de la créciculture essonnienne et vous êtes vous-même créciculteur. Créciculteur, donc ça veut dire que vous cultivez du cresson, un légume dont on consomme les feuilles crues ou cuites et qui peut se déguster en salade ou en soupe. Alors si vous avez des idées de recettes, on pourra les partager à la fin de l'émission. Mais avant cela, un peu d'histoire. Je l'ai lu donc, dis-moi si c'est exact, c'est Napoléon Ier qui a rapporté le cresson d'Allemagne à l'origine. Oui, alors tout à fait, mais plutôt un intendant de Napoléon qui s'appelait Cardon, qui pendant une campagne en Prusse, enfin en Allemagne de l'Est aujourd'hui pour symboliser, s'est aperçu qu'il y avait des champs qui étaient tout verts alors qu'il y avait de la neige partout. Donc ça l'a interpellé, il s'est intéressé à la culture et il s'est dit pourquoi cette culture-là, la neige ne reste pas sur cette culture. Et c'était déjà des cultures de cresson. Puisqu'historiquement en France, à cette époque-là, on ne cultivait pas le cresson. On le ramassait à l'état sauvage dans les vallées. Par exemple, en région parisienne, on a Vaucresson, c'était les vallées au cresson. Donc les gens cueillaient du cresson et peut-être en vendaient un peu sur les marchés, mais en consommaient essentiellement pour eux, comme on peut ramasser des champignons sauvages. Et donc suite à ça, l'intendant de Napoléon a appris un peu à cultiver le cresson et l'a ramené en France et a créé la première cressonnière recensée en France du côté de Senlis. Et s'en est suivi tout un développement autour de la région parisienne, puisqu'il fallait des vallées qui étaient propices à la culture du cresson, donc avec de l'eau de qualité et en quantité importante. Mais surtout, il fallait pouvoir avoir une population, faire du commerce rapidement. Et donc, comme il n'y avait pas la chaîne du froid à l'époque, il fallait être pas loin de Paris pour pouvoir acheminer rapidement la population et les marchandises. En tout cas, l'un de vos ancêtres, donc Paul Barbereau, a créé une exploitation en 1897 et inauguré la Villa Paul en 1907. Alors racontez-nous un peu cette histoire de famille, si j'ose dire. Alors oui, nous on a la chance avec ma sœur et mon épouse d'être la 5e génération sur cette exploitation. Effectivement, mon ancêtre Paul a créé la cressonnière après avoir été salarié lui-même dans une cressonnière de monsieur Lefebvre, qui était le premier à Méréville. Et donc a acheté des terrains, des marais qui ne valaient rien du tout, puisqu'on est dans des fonds de vallée sur 15 mètres de tourbe. Il n'y avait rien du tout, c'était des prés où il y avait pouvaient paître des animaux, mais c'était vraiment un culte, entre guillemets, pour faire pousser quelque chose. Et donc, ils ont transformé ces vallées et ils ont créé des cressonnières. Ils ont cherché de l'eau, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait naturellement avec des sources, mais pour augmenter les surfaces des exploitations, ils ont creusé des tranchées pour aller capter davantage d'eau de résurgence de la nappe de Beauce. Alors au 19e siècle, l'exploitation avoisinait 1 hectare. Aujourd'hui, on est plus sur 7 hectares. Comment s'explique cette évolution ? Alors l'évolution de l'exploitation, oui, aujourd'hui en surface, est vraiment entre guillemets impressionnante, mais tout simplement parce qu'on a été une paire d'années où la profession n'allait pas très bien et on a des producteurs qui n'ont pas eu de successeurs. Et donc on a pu s'agrandir en reprenant des exploitations qui tombaient à l'abandon. Et pas forcément que sur le bassin de la Juine à Méréville. Aujourd'hui, on exploite sur 3 communes, donc à côté de Milly-la-Forêt, Metz, sur la vallée de l'Essonne, et à côté d'Étampes, à Châlons-Saint-Marc, sur la vallée de la Chalouette. Donc aujourd'hui, effectivement, l'exploitation compte 7 hectares. On est 14 à l'année sur cette exploitation. On est présent sur le mine de Rungis 6 jours sur 7 pour aller livrer nos marchandises. Et on produit aujourd'hui 12 mois sur 12. C'est vrai que c'est une activité qui était historiquement plus saisonnière, avec une saison qui allait en récolte du 15 septembre au 15 mai. Mais aujourd'hui, la restauration notamment veut du cresson toute l'année. Et donc, on est capable de produire du cresson toute l'année. Donc vous êtes la 5e génération, vous l'avez dit. Ça a toujours été une évidence pour la famille de poursuivre, si j'ose dire, la tradition de devenir créciculteur et de poursuivre cette tradition familiale ? Alors, pour moi, personnellement, ça a toujours été une évidence, mais en aucun cas, on a été poussé par les générations avant nous de dire « tu feras ce métier-là » ou voilà, je pense que quand on baigne dedans et qu'on, entre guillemets, c'est de l'eau de source qui coule dans nos veines pour faire pousser du cresson, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'évidence dans le sens où on ne nous a pas dit « tu feras ce métier-là ». Il faut vraiment, parce que c'est des métiers de passion. Donc aujourd'hui, si on s'engage dans cette voie, c'est vraiment parce qu'on aime ça. J'ai la chance, moi, d'avoir 2 garçons qui sont partis en lycée agricole. Pareil, par conviction, par choix d'eux-mêmes.
Bon, on verra s'ils reviennent sur l'exploitation. Ça serait un grand plaisir s'ils reviennent. Bon, s'ils font autre chose, tant pis, mais bon, ça a l'air d'être bien parti pour une 6e génération. Alors j'imagine que le métier et la production ont évolué au fil des générations. Aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il a changé par rapport à vos grands-parents, arrière-grands-parents? Alors, en termes de culture, la culture du cresson a très peu évolué, contrairement à d'autres pratiques agricoles, puisqu'on est une toute petite corporation. Pour parler de chiffres, aujourd'hui, la culture du cresson, c'est à peu près 80 hectares en France, une soixantaine de producteurs. Donc vraiment une toute petite corporation avec peu de moyens et peu d'intérêt pour la mécanisation. Aujourd'hui, un constructeur qui va essayer de nous développer une machine pour récolter n'a pas de débouché en face. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Et en plus, on a une plante qui se récolte donc quasiment, on récolte 12 mois sur 12, mais pour la majeure partie des cas, une dizaine de mois. À chaque récolte, à chaque maturité de la plante, l'aspect visuel de la plante est différente. Donc ça va être une grosseur de tige différente, une forme de feuille plus ou moins arrondie, pointue, et ça crée des problématiques pour mécaniser. En plus, on est sur des fonds de vallée, encore une fois, très meubles, donc arriver avec du matériel assez lourd, c'est très compliqué. Donc techniquement, ça n'a pas beaucoup évolué. Maintenant, on a quand même réussi à avoir des aménagements, on a consolidé les berges qui séparent les bassins de cresson, par exemple. On a retiré ces berges enherbées, on a mis du béton à la place, qui permet d'avoir moins d'entretien à faire, donc moins de pénibilité. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir pu monter des serres par-dessus les cressonnières qui vont nous protéger du froid, notamment l'hiver, pour avoir une régularité de pousse et de récolte. Et aussi, quand il fait mauvais temps, c'est plus agréable de travailler à l'abri qu'en extérieur. Alors l'Essonne, c'est le premier département producteur de cresson avec plus de 3500 tonnes produites par an. Pour quelle raison est-ce que l'on surnomme le cresson l'or vert de l'Essonne, justement? Alors ça, effectivement, des fois ça peut faire un peu bizarre. Nous, ça nous fait rire aujourd'hui, mais ça peut être mal interprété parce que ça pourrait dire aussi qu'on gagne énormément d'argent à faire du cresson. Donc aujourd'hui, on en vit. Mais c'est vrai que c'est sorti dans les années 80-90. Il y a eu une campagne de publicité du département, je crois, qui avait placardé partout dans les abribus l'or vert de l'Essonne. Mais c'est vrai que c'est un bijou pour l'Essonne, puisqu'aujourd'hui, département de l'Essonne, dans l'esprit de beaucoup de Français, on est plutôt un département urbain, alors qu'il y a une diversité agricole en Essonne. Quasiment la moitié du territoire qui est vert, rural et agricole. Tout à fait. Et effectivement, avec cette spécificité du cresson, de Fontaine, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est le premier département producteur de cresson. Je vous disais, de 60 producteurs en France, et on est 24 exploitants en Essonne. Alors la marque Cresson de Méréville va être lancée. En quoi est-ce que c'est important pour justement vous, en tant que créciculteur, est-ce que ça aura un impact sur votre travail dans les mois à venir et les années à venir? Alors, oui, et je l'espère. Pourquoi on a souhaité développer une marque collective? On a fait le constat, on a eu des soucis. Pour certains se rappelleront peut-être de l'hiver 2012, qui est le dernier gros hiver qu'on a eu, avec des températures à -16, avec beaucoup de difficultés à produire au mois de février. Et on a perdu des producteurs qui n'étaient pas encore à la retraite, qui ont jeté l'éponge en disant « moi j'en ai marre de ce métier, c'est plus possible, on n'a pas de visibilité sur l'avenir ». Donc on a monté des groupes de travail avec les politiques locales et avec la sous-préfecture à l'époque, qui nous ont permis de déboucher sur cette marque collective en se disant il faut qu'on donne une visibilité, il faut qu'on ait une reconnaissance et qu'on redore entre guillemets le blason de la créciculture pour arrêter cette hémorragie, puisque moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on pourrait se dire tiens, moins on va être nombreux, mieux on va vendre nos marchandises, ça fait de la place sur le marché, sauf qu'on est arrivé à tellement peu de producteurs que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le consommateur il a du mal à trouver du cresson sur ses étalages,
Et donc un produit qui disparaît de la vue du consommateur. Finalement, les gens s'habituent à ne plus le consommer. Exactement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que là, on a monté le groupe de travail. Et que la création de cette marque sera importante. Merci beaucoup, Olivier Barbero, d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt. Je rappelle donc que vous êtes créciculteur et président de l'association de la créciculture essonnienne. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.